Bienvenue sur le podcast Merci Docteur, le premier comprimé qui s'écoute. Dans ce 3e épisode, le docteur William Berrebi va nous éclairer sur le syndrome de l'intestin irritable. Est-ce une maladie ou un syndrome ? Comment fait-il pour diagnostiquer cette maladie ? Existe-t-il un traitement efficace ? Et au fait, quel rôle joue le stress ? Mais avant ça, docteur, dites-moi, comment vous allez ? Écoutez, ça va plutôt bien. Mais je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée hier en consultation. Je vois une patiente qui se plaint de brûlures, de remontées acides, et puis elle est très gênée. Elle décrit même des blocages quand elle mange. Alors je dis, bon écoutez, ça me paraît assez clair ce que vous avez. Et là elle me dit, j'ai consulté mon naturopathe, et mon naturopathe m'a dit que j'avais un problème de gluten. Alors là je suis tombé des nues parce que le reflux gastro-œsophagien qu'elle a décrit, n'importe quel étudiant en médecine peut le diagnostiquer et savoir quoi faire. C'est un diagnostic très simple en réalité. Il n'y a pas besoin d'être un grand savant. Donc voilà, et là, on lui a parlé de gluten, d'intestin, etc. C'est comme si vous me disiez, je voudrais découvrir l'Italie, et je vous disais, oui, allez à Melbourne. D'accord, donc ça n'a rien à voir. Donc c'est totalement hors sujet, et quelque part, ça me désole de voir des patients qui sont aussi mal pris en charge, quoi, tout simplement. Alors docteur, on va démarrer par la base, la définition de ce syndrome. J'ai souvent entendu parler de colopathie fonctionnelle ou de syndrome du côlon irritable. Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus ? L'ancien terme, c'est colopathie fonctionnelle. C'était le terme le plus usité, le plus utilisé par les gens et par les médecins aussi. Mais en fait, il s'est avéré que c'est pas si simple que ça et c'est pas fonctionnel. On sait maintenant que la cause, en grande partie, c'est le microbiote intestinal qui est en mauvaise santé et une hypersensibilité viscérale, c'est-à-dire que le patient il ressent des choses que normalement il ne devrait pas ressentir. Donc c'est pas que fonctionnel puisqu'il y a une vraie anomalie organique en fait, c'est ça qu'il faut comprendre et c'est pour ça qu'on utilise le mot de syndrome de l'intestin irritable qui est le mot, le terme technique, médical qu'on utilise aujourd'hui. Très bien, donc aujourd'hui tous les gastro-entérologues utilisent ce terme-là. Tout à fait, tout à fait. Et quelle est la différence entre une maladie et un syndrome ? Parce que là, on appelle ça le syndrome de l'intestin irritable. Oui. Alors, syndrome, c'est en fait un ensemble de symptômes qui vont aboutir à un état pathologique. La différence avec maladie, c'est que dans la maladie, on a des symptômes, mais on a une lésion organique. On a une lésion qui permet de rattacher et d'affirmer formellement la maladie. Exemple, la maladie de Crohn, on va faire une coloscopie, on va regarder, on va voir une anomalie de l'intestin et du côlon, et on va faire des prélèvements qui vont nous dire, oui, c'est certain, c'est une maladie de Crohn. Dans le syndrome, dans l'intestin irritable, on n'a pas ça, et c'est en fait un faisceau d'arguments qui vont aboutir au diagnostic. C'est ça la différence en fait entre un syndrome et une maladie en médecine. Est-ce que des enfants peuvent également avoir le syndrome de l'intestin irritable ? Oui, les enfants peuvent avoir ce syndrome également. Il y a comme particularité chez l'enfant qu'il va y avoir une prédominance de la constipation et un contexte familial souvent particulier avec la mère notamment, qui a souvent des problèmes psychologiques. Voilà les particularités chez l'enfant. Et est-ce que ce syndrome peut toucher tout le monde ? C'est-à-dire de 7 à 100 ans finalement ? Oui, ça peut toucher tout le monde, mais c'est plus fréquent quand même chez le sujet jeune. Et c'est plus fréquent en termes de sexe chez la femme. La femme est plus touchée que l'homme par cet intestin irritable. Est-ce que les gynécologues sont plus formés sur les maladies digestives et notamment ce syndrome de l'intestin irritable ? Non, je ne pense pas que les gynécologues aient une formation spécifique sur le syndrome de l'intestin irritable. Ça devrait logiquement, puisque la femme est plus touchée et que ça peut interférer avec les pathologies gynécologiques. Mais à ma connaissance, dans le cursus, il n'y a pas de formation spécifique sur ce point. Et docteur, comment est-ce que vous faites pour poser un diagnostic ? Pour poser un diagnostic de syndrome de l'intestin irritable, en fait, il faut de la méthode. C'est-à-dire qu'on va procéder par élimination parce que ce n'est pas une maladie, c'est un syndrome. C'est-à-dire qu'on va éliminer les autres pathologies pour arriver au diagnostic. Et si on suit bien
cette structure, on va y arriver d'une façon précise. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et du coup, c'est quoi les examens que vous prescrivez? Alors d'abord, on va interroger le patient, toujours écouter le patient, l'interroger parce que c'est lui qui a la clé quelque part et on sait que dans 80% des cas, si on interroge bien le patient, on aboutit au bon diagnostic. Donc en fait, on va poser les questions, on va éliminer les signes importants. Est-ce qu'il y a du sang? Est-ce que vous avez des saignements digestifs? Est-ce que vous avez maigri? Alors, ça veut dire quoi avoir des saignements digestifs? Ça veut dire si quelqu'un saigne quand il va aux toilettes, ça veut dire que ce n'est pas un syndrome de l'intestin irritable. S'il a maigri, ce n'est pas non plus un intestin irritable. Là, on va spontanément penser à d'autres diagnostics, la maladie de Crohn, par exemple, la rectocolite hémorragique ou parfois le cancer du côlon. Donc ça, déjà, ça va exclure un certain nombre de diagnostics. La deuxième étape, c'est d'examiner le patient, bien sûr. Donc l'examen clinique, dans ce syndrome, il est normal. On palpe le ventre du patient, il n'y a rien. Il n'y a pas de ballonnement. Il peut être ballonné, donc ça c'est à la percussion avec le doigt et le son de l'air, mais il n'y a pas d'anomalie particulière. Il n'y a pas de choses qui nous disent, voilà... et les flatulences à répétition Alors ça, c'est pas l'examen clinique, c'est le patient qui va dire « je pète », voilà, et il vous décrit le paix comme cela. Et en fait, donc après, on fait les examens complémentaires. Donc prise de sang, donc simple, une numération globulaire, c'est-à-dire on vérifie qu'il n'y a pas d'élévation des globules blancs, et on vérifie qu'il n'y a pas d'anémie, c'est-à-dire de baisse des globules rouges. On fait un dosage d'une CRP, c'est un marqueur de l'inflammation, parce que s'il y a inflammation, ce n'est pas un intestin irritable, c'est une autre maladie. On va faire un dosage pour la thyroïde, parce que la thyroïde, des fois, ça peut être une cause de diarrhée, l'hyperthyroïdie. Quand la thyroïde fonctionne trop, eh ben, ça peut donner de la diarrhée. Donc ça peut être une cause aussi à éliminer. Et puis, les anticorps, vous savez, pour l'intolérance au gluten, la maladie cœliaque. Donc là, dans la prise de sang, on va le faire parce qu'il y a des patients qui sont parfois étiquetés, entre guillemets, colopathes, donc intestin irritable, et qui ont en fait une maladie cœliaque, une intolérance au gluten. Donc finalement, votre diagnostic, c'est, comme vous l'avez dit, un diagnostic par élimination. Si le patient a de bons résultats sur tous ces examens, vous en déduisez qu'il a le syndrome du côlon irritable? Oui, mais il faut rajouter un autre examen qui est la coloscopie, qui va permettre de rechercher notamment une maladie inflammatoire type maladie de Crohn. Et la fameuse coloscopie. La fameuse coloscopie qui fait rêver toutes les jeunes femmes. Est-ce qu'on peut faire une petite aparté coloscopie, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez expliquer l'examen lui-même? Parce que moi, personnellement, je n'ai pas encore passé le test psychologique pour le faire. Vous êtes encore en phase de réflexion. D'accord. La coloscopie, donc, on regarde avec une caméra, en fait, un tube souple qu'on passe par l'anus. Ça se fait bien évidemment sous anesthésie, donc le patient ne sent strictement rien. Et il va partir après 2 heures. Donc l'examen va durer 20 à 30 minutes selon ce qu'on trouve, selon la difficulté technique. Et il va partir, après il va se réveiller tranquillement, il va se restaurer et repartir en général 2 heures après la fin de l'examen. Bon, la difficulté, il faut dire la vérité, c'est la préparation. Ça, c'est le cauchemar de beaucoup de gens, de boire ces produits qui sont améliorés quand même. C'est plus facile qu'avant, mais ça reste pas une partie de plaisir, ça c'est clair. D'accord, donc si la coloscopie est normale et que tous les autres examens du coup, que vous effectuez le sont également, c'est notamment le bilan sanguin, vous en concluez que c'est le syndrome de l'intestin irritable? Je peux ajouter à ma réponse qu'il y a une nouvelle technique qui s'appelle la vidéocapsule colique qui permet de regarder le côlon en avalant une petite gélule qui va filmer en fait le côlon et qui permet des fois d'éviter la coloscopie. Pas toujours, mais des fois. Waouh! Donc vous êtes en train de me dire qu'il y a une caméra qui peut se balader dans notre corps et regarder ce qui se passe dans notre intestin? C'est exactement ça. C'est génial! Ouais, c'est pas mal. C'est génial. C'est un énorme progrès. Et ça coûte combien? C'est remboursé, donc la capsule coûte 500 €, mais c'est remboursé par la sécurité sociale. Super. C'est de l'usage unique en fait. Donc le patient après il l'évacue et c'est terminé. Si la coloscopie est normale et que l'examen clinique est normal, que les examens de sang sont normaux, que les examens de sel parfois qu'on peut faire, il y a un dosage qui est intéressant qui s'appelle, excusez-moi le mot technique, mais c'est pour que les gens aient ce mot à l'esprit, calprotectine fécale. C'est un dosage qui permet de faire la différence entre l'intestin irritable et la maladie de Crohn. Donc si on a tout ça, si on a tous ces faisceaux-là, cliniques, biologiques et la coloscopie normale, à ce moment-là, on peut poser le diagnostic d'intestin irritable
avec des critères précis. Il ne faut surtout pas faire des tests respiratoires que je vois des fois proposés à des patients, des tests parfaitement farfelus. Il n'y a pas de tests respiratoires qui permettent de faire le diagnostic d'intestin irritable. C'est encore une fois un diagnostic d'élimination auquel on aboutit lorsqu'on fait preuve de méthode dans son diagnostic. Et vos patients qui ont le syndrome de l'intestin irritable, quels sont les symptômes qu'ils ont? Voilà, très bonne question, puisqu'on a procédé par élimination, on a éliminé les autres maladies, et maintenant on arrive au diagnostic d'intestin irritable. Donc les critères sont précis, c'est les critères de Rome 4, c'est-à-dire établis à Rome, et donc on définit les symptômes. Il y a la douleur abdominale qui doit survenir au moins une fois par semaine. Alors, abdominal, pardon, c'est au-dessus, c'est en bas? C'est dans votre ventre. Ça peut être où ça veut, en fait. Ça peut être en haut, en bas, sur les côtés, voire parfois vers les organes génitaux, voire dans le dos. Il y a énormément de douleurs. Il y a autant de douleurs presque de patients, quoi. Il n'y a pas de douleur type, si vous voulez. Contrairement à d'autres maladies, par exemple, la vésicule biliaire, vous allez avoir, en cas de problème, une douleur plutôt en haut, au milieu ou à droite. Là, non, ça peut être partout. Et ça peut être de différents types, ça peut être des brûlures, ça peut être des crampes, ça peut être des torsions. Tous les types sont possibles en fait. La particularité, c'est que ça doit survenir, pour rentrer dans la définition, une fois par semaine depuis au moins 6 mois. Deuxième symptôme, les ballonnements, c'est-à-dire voilà, je suis ballonné, mon ventre est distendu, les gens le disent très bien en disant voilà, mes vêtements, j'avais mon pantalon, là, à la même taille, j'ai pas grossi pourtant, mais j'arrive plus à fermer mon pantalon parce que mon ventre est gonflé, etc. Et puis le troisième symptôme, c'est les troubles du transit, toujours dans ces fameux critères diagnostiques. Donc ça peut être de la diarrhée, ça peut être de la constipation, ou ça peut être l'alternance des deux. Et c'est ça la difficulté, parce que des fois, par exemple, s'ils viennent voir le médecin au moment où ils sont constipés, on va leur dire qu'ils sont constipés, on va leur donner laxatif. La difficulté dans ce syndrome, c'est que parfois, il y a une alternance de diarrhée et de constipation. C'est-à-dire que le patient va avoir des phases où il va avoir la diarrhée, d'autres moments, il va être constipé. Donc, il va être étiqueté, entre guillemets, des fois, l'un ou l'autre, et il va avoir un traitement, par exemple, s'il a la diarrhée, qui va le bloquer. Et donc, il ne va plus aller à la selle. Et ces douleurs vont être majorées. D'où l'importance de l'interrogatoire, parce que si on interroge bien ces patients, on va vite décrypter qu'ils ont en fait ces deux symptômes en alternance, etc. Moi, j'ai un conseil à donner à tous nos auditeurs et auditrices. J'ai en fait rempli un journal de bord pendant justement 3-4 mois où je notais tous les jours mon état. Et je trouve que c'est intéressant de venir avec ce document-là chez le médecin parce qu'en fait, ça montre un suivi. Et du coup, quand vous dites les fameux 6 mois, on voit sur 6 mois si on est plutôt constipé, si on a plutôt la diarrhée. Et ça permet d'aider le médecin finalement parce qu'on n'a pas tous une très bonne mémoire. Oui, ça c'est parce que vous êtes très méthodique, mais la plupart des gens ne le font pas. Mais en fait, si on prend le temps de l'interrogatoire, de bien leur poser les questions, est-ce que vous êtes tout le temps constipé ou est-ce que vous avez tout le temps la diarrhée? Et c'est comme ça qu'on va arriver au diagnostic. Si on a un diagnostic précis d'intestin irritable, on va avoir un bon traitement. Si le diagnostic est aléatoire, évidemment, le patient il pourra pas être soulagé. Et quelles sont les causes possibles de ce syndrome? Alors, très bonne question, parce que c'est pas une maladie de la tête, c'est pas... on entend des fois, on m'a dit que je suis trop stressé ou que j'ai des problèmes dans ma tête, etc. Alors, ça peut jouer un rôle, mais il y a des causes. Donc, le premier, c'est le microbiote. Microbiote intestinal, il n'est pas normal, il est malade. Chez ces patients-là, c'est une réalité scientifique, on sait qu'on l'a identifié. Ça, c'est une chose très importante et il faut travailler donc sur son microbiote pour essayer de l'améliorer et pour améliorer donc ce syndrome parce qu'il faut bien trouver une solution pour ces patients-là qui se plaignent et c'est 10 à 15% de la population française, donc c'est beaucoup de gens qui souffrent. Deuxième cause? Alors, les deux autres mécanismes, c'est les troubles de la motricité digestive. Ça veut dire en clair que notre intestin et notre côlon, ils se contractent puisqu'il faut bien véhiculer de l'estomac vers le bas, vers la sortie. Il y a l'entrée et la sortie, donc il faut bien que ça passe. Et ça ne descend pas tout seul, donc il faut que ça se contracte. Eh bien, la contraction chez ces patients-là n'est pas normale. Et donc, du coup, ça se contracte trop, par exemple, au niveau du côlon, et ça peut générer donc les douleurs, les fameuses douleurs abdominales donc dans le ventre. Ça veut dire que les aliments ne passent pas bien dans les intestins? Si, ça veut dire que la contraction, c'est-à-dire je fais avancer mes selles par la contraction de mon côlon, le côlon il se contracte trop.
C'est comme si on vous demandait de pousser une porte et qu'au lieu de la pousser, vous mettiez un grand coup de pied dedans pour l'ouvrir. Est-ce qu'il y a une troisième cause? La troisième cause, c'est l'hypersensibilité viscérale. Eh bien, des fois, le côlon, il va se distendre un petit peu ou il va se distendre sous l'effet des gaz, par exemple. On a des gaz, hein, on est bien d'accord. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. D'accord. Donc, c'est déjà bien. On a des gaz, et eh bien, ça va dilater le côlon. Nous, on ne le ressent pas. On ne se dit pas, notre côlon se distend. Mais le patient intestin irritable, il va sentir ça. Et il va le ressentir comme une information douloureuse. Donc, il ressent des choses que les gens qui n'ont pas son syndrome ne ressentent pas. Et le type de douleur que les patients vous décrivent? Alors, tous les types sont possibles. Ça peut être des douleurs en haut du ventre, en bas du ventre, au milieu, des fois dans le dos, même vers les organes génitaux. Tout se voit. En revanche, dans les critères de Rome, donc les fameux critères diagnostiques, il faut que la douleur survienne au moins une fois par semaine et depuis au moins 6 mois. Ça fait partie du diagnostic. Et 2 autres points hyper importants, la douleur, elle est rythmée par les selles, c'est-à-dire que le patient est soulagé par les selles ou parfois la douleur peut être aggravée par les selles. Alors, autre particularité de l'intestin irritable, les patients généralement sont améliorés par les vacances et en période de travail, ça va moins bien. Souvent, je les vois, je vois le patient ou la patiente, ils me disent voilà, en vacances c'était génial, j'avais plus du tout mal et j'ai repris mon travail et là, patatrac, mes douleurs sont revenues. Voilà, ça c'est une caractéristique qu'on retrouve très souvent. Est-ce que ça veut dire qu'il existe un lien direct entre le stress et le syndrome de l'intestin irritable? Oui, tout à fait. Alors, il y a un lien. Il ne faut pas dire pour autant que c'est une maladie du stressé, parce que c'est plus complexe que ça. Mais l'anxiété, voire un syndrome anxio-dépressif, ça joue dans ce syndrome, par le biais du microbiote d'ailleurs. Le microbiote, il va envoyer des informations au cerveau, qui à son tour va envoyer des informations à l'intestin, qui vont pas être bonnes puisque le microbiote est en mauvais état. Et ça explique le lien qu'il y a entre l'anxiété, la dépression et l'intestin irritable. Donc ça marche dans les deux sens en fait. C'est-à-dire que si le patient est de base anxieux ou stressé, il a plus de probabilité, une espèce de portrait robot de patient intestin irritable. Globalement, c'est des gens plus anxieux, plus stressés que les autres. Mais à l'inverse, toute personne qui subit des douleurs ou des problèmes de transit, il va être plus stressé parce qu'il se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça va obligatoirement lui poser problème et il va perdre en sérénité. Alors, si j'essaye de prendre un exemple concret, ça veut dire que si une femme a, par exemple, été battue pendant 10 ans, elle peut développer au cours de sa vie un syndrome de l'intestin irritable. Oui, tout à fait. C'est la réalité. C'est quelque chose qui est difficile à énoncer, à dire à un médecin, même si c'est son médecin généraliste. Donc les femmes vont finalement le révéler, parfois au bout de plusieurs années, lorsqu'elles ont été voir un psychiatre ou un psychanalyste. Et le lien peut à ce moment-là être fait entre ce traumatisme affectif fort et puis leur symptomatologie clinique, c'est-à-dire l'intestin irritable avec les douleurs, etc., tout ce qui va avec. Et est-ce que vous conseillez à vos patients justement d'en dire le plus possible sur leur vie personnelle pour poser le diagnostic le plus juste possible? Alors moi, je vais vous répondre en tant que gastro-entérologue. Moi, le gastro-entérologue, je suis là pour aider les gens et les soigner de leur intestin irritable. Donc je vais utiliser les thérapies qui sont à ma disposition. Si je vois que ça résiste, qu'il se passe, que ça n'évolue pas, je dirais, comme cela devrait, à ce moment-là, il y a un beeper qui doit se mettre en alerte et dire attention, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre que je ne peux pas gérer. Et à ce moment-là, il faut faire appel à des confrères spécialistes de ces problèmes-là. Et si vous écartez la piste des problèmes psychologiques ou en tout cas des traumatismes du passé, est-ce que vous explorez d'autres pistes? Oui, absolument. Il arrive qu'une fois qu'on a traité le patient d'une façon classique et qu'on a exploré la piste psychologique, eh bien, malgré tout ça, on se retrouve un petit peu en impasse thérapeutique, comme on dit dans notre jargon. Donc, dans ce cas-là, il y a 3 choses qui peuvent être utiles. Une, d'ailleurs,
qui peut être mise dans le traitement d'emblée, c'est l'activité physique. Faire de l'exercice physique, c'est très utile. Alors là, je me permets juste de faire une pause parce que le docteur est en train de me regarder, il sourit. Parce qu'il sait très bien que je ne suis pas du tout sportive pour un sou. Mais bon, il faut faire du sport, donc faites-en. Franchement, faites-en pour avoir une bonne santé. Et Voilà. je vous laisse continuer. Merci, vous êtes trop bonne. L'activité physique réduit les douleurs dans l'intestin irritable. C'est connu, c'est tout à fait clair et précis. Donc, faites de l'activité physique à votre main en fonction de vos possibilités. Deuxième chose très intéressante, c'est l'hypnose ou l'auto-hypnose. Donc là, c'est avéré, c'est la seule vraiment technique alternative, on va dire, de soins de l'intestin irritable qui marche. Et moi, il m'arrive personnellement, en tant que gastro-entérologue, parfois de ne pas arriver à trouver la solution pour mon patient ou ma patiente et d'adresser le patient vers un hypnotiseur ou un auto-hypnotiseur. En général, c'est l'auto-hypnose ericksonienne, on appelle ça, qui est une technique particulière d'auto-hypnose. Alors, docteur, est-ce qu'il existe des traitements pour soulager tous ces symptômes-là? Le premier point, c'est qu'il faut évidemment soulager le patient puisqu'il a des douleurs, il a des ballonnements et il a des problèmes de transit. Donc, il faut être simple. On va lui donner des médicaments antispasmodiques, ça veut dire des médicaments qui vont lutter contre ses spasmes pour qu'il ait moins de douleur. Le patient, il va reprendre confiance à partir du moment où il va voir, en pratique, c'est ce que j'observe, il va voir qu'il y a un effet. Il perd vite confiance s'il voit que son état ne s'améliore pas. Mais s'il voit que ça va mieux, même si ça ne va pas être de 0 à 100 tout de suite, ça l'encourage. Mais ça va mieux au bout de combien de jours, combien de semaines? Alors, environ 4 semaines. 4 semaines, c'est le temps qu'on se donne pour voir un effet de ce qu'on fait. Mais il y a plusieurs phases, en fait, dans le traitement. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, prenez ça et c'est terminé. Il faut revoir le patient parce que des choses peuvent ne pas marcher tout de suite. Il faut des fois changer de traitement. Donc, voilà, il faut nouer une relation de confiance avec le patient et adapter son traitement à chaque cas, en fait. Donc, ce n'est pas des traitements standards? Non, ce qui est standard, c'est je traite la douleur par des antispasmodiques. Le patient a des problèmes de transit, donc je vais lui faire en sorte qu'il n'ait plus de diarrhée ou qu'il n'ait plus de constipation. D'ailleurs, il y a des médicaments qui sont particuliers à l'intestin irritable, qui traitent la constipation particulière de l'intestin irritable, mais qu'on n'a pas en France. Ah bon? Oui, il y a des médicaments qui ont ce qu'on appelle l'AMM européenne, c'est-à-dire au niveau de l'Europe, on leur dit oui, c'est bien, ce médicament a fait la preuve qu'il était efficace, mais après, chaque pays, en fait, délivre l'autorisation de mise sur le marché et la commercialisation ou pas. Et en France, malheureusement, ce produit-là, on ne l'a pas. Et ce type de traitement, on les prend à vie? Alors, oui et non. Tout dépend de l'évolution qu'il va y avoir dans l'état du patient. S'il s'améliore, on peut alléger le traitement au fur et à mesure. Bon, mais c'est une prise en charge globale, si vous voulez. C'est pas juste un traitement. Il faut nouer une relation de confiance et puis il faut utiliser aussi d'autres outils que les antidouleurs ou que les régulateurs du transit. Lesquels, par exemple? Alors, il faut lutter contre les ballonnements, par exemple. Alors, les ballonnements, on va lui conseiller déjà un certain nombre de choses. Là, je ne parle pas de des régimes d'exclusion, on en parlera tout à l'heure peut-être, mais on va lui conseiller des grands conseils, ne pas boire de boissons gazeuses, éviter de manger gras, éviter les fritures, éviter certains aliments qui sont connus pour fermenter beaucoup, type pois chiches, haricots blancs ou les pommes, par exemple. Et par rapport au ballonnement, docteur, est-ce que vous avez un traitement ou un médicament spécifique? Alors les ballonnements, il y a 2 choses qui marchent bien, c'est le charbon, donc des gélules de charbon, il y en a plein sous plein de noms commerciaux. Donc ça plutôt le charbon absorbe en fait les gaz, donc ça a un effet intéressant. Il y a beaucoup de gens qui sont améliorés par le charbon, en gélule en général, ça marche très bien. Et il y a une autre chose qui marche bien, qui n'est pas connue. Moi, c'est la seule plante que j'utilise. Je n'utilise pas les plantes, je suis gastro-entérologue. Il y en a une qui marche, qui a été étudiée et validée, c'est la menthe poivrée. Menthe poivrée sur les ballonnements, ça marche très bien. Donc ça peut être utilisé soit sous forme d'infusion, soit en huile essentielle. Donc vous mettez une goutte sur un comprimé neutre, matin, midi et soir, et souvent ça a un effet très intéressant sur les ballonnements dans l'intestin irritable. Donc. Un comprimé neutre, on trouve ça où? En pharmacie, c'est des comprimés neutres où il n'y a rien dedans, quoi, si vous voulez. Ou on peut mettre aussi sur un demi-sucre, les mini-sucres.
une goutte d'huile essentielle matin, midi et soir, tout Alors, simplement. corrigez-moi si je me trompe, les huiles essentielles sont à bannir pour les femmes enceintes et les enfants. Tout à fait, tout à D'accord. fait, c'est contre-indiqué. Et il faut prendre de préférence des huiles essentielles bio. Voilà, c'est préférable et puis pas en prendre trop. Une goutte de menthe poivrée en huile essentielle matin, midi et soir, ça suffit largement. Vous avez dit un peu plus tôt qu'il y avait un lien entre le stress et le syndrome de l'intestin irritable. Mais du coup, pour réduire le stress, quels sont les conseils concrets qu'on peut donner? Alors, si on prend le portrait robot du patient intestin irritable, il va avoir plutôt un terrain anxio-dépressif. Anxieux ou dépressif ou anxio-dépressif, ça c'est le profil type. On utilise deux choses principalement. L'aide d'un psychologue, ça peut être utile, ça va l'aider à travailler et à améliorer ses symptômes. Et puis les antidépresseurs. Alors les antidépresseurs, je sais que c'est pas populaire du tout et que les gens, quand on leur parle de ça, ça a tendance à les En effet. bloquer, quoi, à les bloquer. Tout dépend de quelle manière on les utilise. Dans l'intestin irritable, on les utilise à titre de test thérapeutique, en fait. Ça peut être très intéressant, c'est-à-dire quelqu'un qu'on a traité, qu'on n'a pas amélioré par les traitements classiques, on va dire, eh bien, on lui propose de faire un test thérapeutique d'épreuve sur 4 semaines, donc c'est une durée courte, et on voit s'il est amélioré. Parce que comme il y a des liens très, très étroits entre le microbiote et le système nerveux, eh bien, on peut avoir des effets très spectaculaires. Donc, il ne prend pas beaucoup de risques puisque c'est une période de 4 semaines. On les utilise à petite dose, c'est-à-dire à demi-dose par rapport à ce qui est utilisé dans la dépression classique. Donc, c'est un outil qu'il ne faut pas diaboliser, quoi. Et vous, en tant que gastro-entérologue, vous êtes à même de prescrire des antidépresseurs? Oui, en tant que gastro-entérologue, je peux parfaitement prescrire des antidépresseurs et ça m'arrive parfois. Mais globalement, à ce stade-là, je préfère associer un confrère, psychiatre ou psychologue, mais psychiatre pour la prescription, en tout cas au début, pour prendre une décision un peu collégiale, si vous voulez. Dans l'épisode sur le microbiote, vous évoquiez les prébiotiques et les probiotiques. Est-ce que prendre des probiotiques dans le cadre du syndrome de l'intestin irritable peut servir ou non? Absolument. On rappelle que le microbiote intestinal, c'est le patron. C'est lui qui dirige quasiment tout le corps humain. Donc, prendre soin de son microbiote intestinal, c'est hyper, hyper important. Donc, on y prend soin. On lui donne des prébiotiques, c'est-à-dire des fibres alimentaires, et on lui donne du fructose, une forme de fructose particulière qu'on trouve dans le blé, dans les bananes, dans le miel, par exemple. On améliore notre microbiote intestinal aussi en prenant des probiotiques qu'on peut prendre soit sous une forme naturelle, donc alimentaire, type kéfir ou pickles, j'en ai parlé lors d'une émission précédente, ou sous forme tout simplement de gélules qu'on trouve facilement en pharmacie. Donc améliorer son microbiote intestinal, c'est un point très important du traitement de l'intestin irritable. Est-ce que dans le cadre du syndrome de l'intestin irritable, si l'on supprime certains aliments de notre alimentation, on peut se porter mieux, en plus des traitements que vous avez prodigués un peu plus tôt? Alors avant de vous dire ce qu'il faut éviter, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Il faut déjà essayer de manger à heure fixe et dans le calme si possible. Il faut réduire la consommation de caféine, si elle est supérieure à 2 cafés par jour. Il faut réduire les boissons alcoolisées. Et il faut réduire également les graisses, puisque les plats gras entraînent une fermentation importante au niveau du côlon. Donc voilà, ça c'est des mesures diététiques simples que vous pouvez faire de base pour améliorer ça. Mais alors vous disiez dans l'épisode sur le microbiote qu'il fallait manger des aliments qui fermentent en fait à l'intérieur. Tout à fait, c'est là où il y a l'antagonisme, c'est-à-dire que consommer des fibres, ça améliore notre microbiote. Mais il y a des gens qui ne supportent pas les fibres et qui ont par exemple une hypersensibilité au blé. Donc la difficulté, c'est en cela que je dis qu'il n'y a aucun cas identique parce qu'il y a une situation qui va nécessiter telle prise en charge, une autre telle prise en charge. Donc en fait, c'est vraiment au cas par cas. Et les fibres, il faut les évaluer. On les évalue, on évalue le lait, on évalue les graisses, on évalue les fibres. Est-ce qu'elles sont bien supportées ou pas? Et on va s'adapter à ça. Donc le régime que vous préconisez, c'est un régime étape par étape ou de tout supprimer d'un coup et de regarder comment ça se passe?
Le grand classique dans l'intestin irritable sont les patients qui voient ça sur les réseaux sociaux ou sur des forums, le FODMAP. Tout le monde le connaît, enfin tous les gens qui ont ce type de pathologie, et souvent elles le suivent, mais c'est très compliqué sur le plan social et sur le plan du fait que tout est arrêté finalement au niveau de l'alimentation. Donc ce n'est pas une solution. Et quelle est votre solution? Alors, la solution qui est la plus rationnelle à mon sens, c'est de faire par étapes. D'abord, tester l'éviction du lactose. Donc, on demande aux gens de ne pas consommer de lait et pas consommer de fromage frais. En revanche, ils peuvent consommer des fromages à pâte molle ou à pâte dure et ils peuvent consommer des yaourts. Donc, ça règle le problème du calcium et de la vitamine D. Deuxième étape, on va supprimer le fructose, c'est-à-dire, je leur demande sur une période quelques semaines de supprimer tous les sucres, donc en gros tous les fruits, quoi. Parce que le fructose, ce sont les fruits. Est-ce qu'il y en a aussi dans des produits, dans des repas industriels? Oui, on peut en trouver dans les produits industriels, on peut en trouver dans les yaourts aux fruits, etc. Donc le fructose est dans beaucoup de choses, hormis les fruits. Et puis ensuite, on va on va restreindre, on va supprimer les fructanes. Alors là, les fructanes, c'est là où c'est plus complexe, puisque les fructanes, ça regroupe aussi bien le blé, par exemple, que certains légumes, comme l'artichaut. Donc c'est plus compliqué, mais si, en enlevant les fructanes, il y a une amélioration, à ce moment-là, on va passer à l'étape suivante. Et donc vous réintroduisez le lait en vous disant que c'est le fructane qui est responsable? Non, alors en fait le lait, c'est pas un problème, parce que les gens, ils l'ont identifié d'eux-mêmes que c'était un problème quand c'en est un, qui sont intolérants au lactose. Ils connaissent moins bien le problème des fruits, donc du fructose, et le problème le plus important, c'est les fructanes, donc on trouve aussi bien dans le blé, les céréales, que certains légumes. Si ils sont améliorés par le retrait des fructanes, c'est à ce moment-là que je vais faire un régime sans blé pur, pour savoir si c'est le blé qui est en cause. Et si c'est le blé qui est en cause, est-ce que le patient est atteint de la maladie cœliaque? Pas du tout. Si la maladie cœliaque, c'est une entité particulière auto-immune, mais la plupart des gens sont plutôt hypersensibles au blé, et en réduisant leur consommation de blé, à ce moment-là, ça peut régler leur problème d'intestin irritable sans tomber dans quelque chose de trop drastique. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces informations, parce qu'en fait, en tant que patiente, je suis rassurée d'entendre que tous ces symptômes-là ne sont pas d'ordre psychosomatique et qu'il existe une vraie cause scientifique, en tout cas, et que vous pouvez y apporter des solutions. Donc, merci déjà à mon nom propre et au nom des futurs auditeurs. Je suis ravi si ça vous a éclairé. Moi, le parallèle que je prends souvent en consultation, c'est de comparer l'intestin irritable, les douleurs de l'intestin irritable, à la douleur migraineuse. Puisqu'en fait, ce sont deux syndromes. Dans l'intestin irritable, on fait la coloscopie, elle est normale, mais pour la migraine, c'est pareil. Si on fait un scanner du cerveau, il est normal aussi. Et quand la patiente a mal à la tête, personne ne lui dit « non, tu n'as pas mal à la tête ». Donc c'est pareil pour l'intestin irritable et les douleurs en particulier de l'intestin irritable. Le patient les ressent véritablement, il en souffre, et ce n'est pas parce que la coloscopie est normale qu'il n'a rien. On va passer maintenant à la question de l'auditrice Delphine. Bonjour docteur, mon nom est Delphine, j'ai 30 ans. Voilà, aujourd'hui j'aurais une question. C'est vrai que fréquemment on parle du lien entre l'état psychologique, l'état mental et les troubles digestifs. Mais est-ce qu'à l'inverse, il a été prouvé ou non que les troubles digestifs pouvaient avoir un impact notamment sur les phénomènes d'anxiété? Bonjour Delphine, oui c'est une très bonne question. Effectivement, lorsque quelqu'un a une douleur chronique ou des troubles du transit chronique, ça va nécessairement induire une modification de son comportement psychologique. N'importe qui subissant une douleur va être plus anxieux que quelqu'un qui n'en aurait pas. C'est évident. Quand on n'a pas de douleur, on est plus serein. Donc oui, dans ce sens-là, ça joue aussi, et ça joue donc dans les deux sens. Les douleurs chroniques du syndrome de l'intestin irritable peuvent entraîner et générer une anxiété. Merci beaucoup, docteur. On vous retrouve pour le prochain épisode dans 2 semaines. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Et surtout, envoyez-nous vos questions par mail, donc un mémo vocal par exemple.
à l'adresse merci-docteur.podcast@gmail.com. Merci et à très bientôt.